je pense qu'il est important de dire ceci. Vous avez déjà comme acteur du monde médical et du monde des droits humains, vous avez démontré votre engagement, votre détermination à construire la paix et la paix durable. Vous avez été capable de susciter le rapport mapping qui soit publié. Il a été publié. Vous avez été capable de faire des plaidoyers lorsqu'il y avait des résurgences des conflits et vous avez été écouté par le monde. Pas plus tard que maintenant, vous venez d'être capable de bloquer une aide de 20 millions de dollars à un pays qui fait partie des acteurs du conflit dans notre pays, à l'Union européenne. Alors, qu'est-ce qui reste? On vous a montré qu'on peut vous écouter quand on veut, mais la guerre ne s'arrête pas. Alors la question est de savoir, est-ce que vous êtes prêts à aller plus loin? Plus loin que... C'est-à-dire ceci, plus clairement, est-ce que vous êtes en train d'examiner la possibilité de briguer la magistrature suprême dans ce pays pour que vous puissiez non plus être celui qui suscite l'application des lois, mais celui qui exige l'application des lois? Merci. L'hippocampe, c'est le siège de la mémoire autobiographique. Et donc, c'est ce que vous pouvez raconter. Mais lorsque l'événement est piégé dans l'amygdale, à cause de sa violence, ça va créer une mémoire qui est traumatique. Et cette mémoire traumatique, c'est une mémoire qui s'active à chaque fois quand vous vous retrouvez dans une situation où vous vivez, il y a un élément de ce qui vous a traumatisé dans votre environnement, ça va se réveiller, donc cette mémoire traumatique va se réveiller et vous allez vivre comme si vous viviez l'événement qui vous avait traumatisé. Et je crois que lorsque cette situation touche plusieurs personnes, c'est le cas de la République démocratique du Congo, je ne vais pas poser la question, puisque je crois que la réponse dans la salle ici, tout le monde a perdu un proche, un ami, un collègue de classe, etc. Et souvent des morts dramatiques. Puisque lorsque nous parlons de ce qui s'est passé en République démocratique du Congo, c'est 6 millions de morts. C'est aujourd'hui, nous avons 6 millions de déplacés internes. Et allez voir dans quelles conditions ces déplacés internes vivent. Ce sont des conditions traumatisantes. Donc, je crois que nous passons de l'individu à un syndrome de Stockholm collectif, à un traumatisme. Donc, nous avons une mémoire traumatique qui touche beaucoup de gens. Et on sait très bien que la réaction, lorsque on vit avec un traumatisme, la réaction est la même. C'est qu'on arrive à cette anesthésie. Et le peuple congolais aujourd'hui est complètement anesthésié. On n'a plus d'émotion. La souffrance de l'autre ne dit absolument rien. À partir du moment où ça ne me concerne pas, mais l'autre peut devenir tout ce qu'il veut, ce n'est pas mon problème. L'université a cessé d'être, en fait, cet endroit où on réfléchit collectif, où on réfléchit et trouver des solutions qu'on peut imposer aux dirigeants. Aujourd'hui, tout Congolais a un prix. Tout Congolais a un prix. Je crois que la politique au Congo n'est même pas faisable, puisque avec la transhumance, avec la corruption, et tout le monde voit ce qui se passe, mais apparemment c'est comme si nous sommes dans une stratégie de survie individuelle, mais comme c'est tout le monde qui le fait, ça donne cette impression que finalement, nous avons tous un traumatisme
et que nous avons une mémoire traumatique qui nous amène à une anesthésie de tout un peuple. Quand vous parlez à l'extérieur par rapport à ce qui se passe au Congo, ça crée de l'émotion. Mais la question qui vient directement après 25 ans, comment vous ne pouvez pas vous organiser? Pourquoi? Comment on ne peut pas s'organiser après 25 ans? Pour les jeunes qui sont là, il faut leur dire quand même que l'armée congolaise a été au Tchad contre le président libyen, Kadhafi. Avant ça, nous avons été en Éthiopie, c'est pour ça que nous avons des rues qui s'appellent Assosa. Donc, on n'est pas incapable de se constituer une armée, une police, un service pour protéger la population. Mais nous sommes complètement anesthésiés et aujourd'hui, nous sommes en train même de recourir à l'externalisation de notre sécurité. Ce n'est pas si vous réalisez, au XXIe siècle, un pays comme la République démocratique du Congo est en train d'applaudir pour que des soldats viennent d'autres pays pour faire notre sécurité. Nous ne sommes pas des handicapés, mais il y a quelque chose qui se passe dans notre mental. Et il faut absolument qu'il y ait un déclic pour pouvoir les changer. Et pour répondre, je crois que quelqu'un plus tard, je vais répondre, qui a dit comment quitter cette amnésie, cette amnésie que nous vivons. Pour quitter l'amnésie, il y a beaucoup de techniques, j'ai vu qu'il y a des psychologues ici, qu'on peut utiliser pour aider les gens à quitter cette amnésie. Mais je pense que ce qu'on appelle l'éveil patriotique, ça peut aussi commencer ici à l'ISP. C'est ce qu'on appelle aussi des révolutions. À un moment, un peuple qui était complètement endormi peut se dire « ce n'est pas possible » et les autres qui étaient dans leur amnésie vont se réveiller au fur et à mesure et lorsqu'on atteint la masse critique, eh bien, les changements arrivent. Mais pour le moment, nous sommes tous dans une situation où nous pensons qu'un Kenyan, il va venir mourir au Congo. Pourquoi? Pourquoi un parent kenyan va accepter que son fils vienne mourir au Congo, à votre avis? Je ne vois pas, il n'y a aucune raison. Le bon sens seulement. D'ailleurs, lorsqu'on a une mémoire traumatique, lorsqu'on a un psychotrauma, habituellement, on perd la logique. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, ici à Bukavu, il n'y a pas de mort naturelle. Si quelque chose t'arrive, ça doit être la faute du voisin qui est là. Tout le monde a peur de tout le monde. Tout le monde empoisonne tout le monde. Tout ça, ce sont des réactions qui sont liées à cette mémoire traumatique et qui ne permet pas à ce que nous puissions entrer dans la logique. Mais normalement, la mémoire traumatique, un traumatisme collectif peut être traité par un éveil patriotique et ça peut être peut-être quelques personnes qui mettent le feu et les autres suivent dans leur anamnésie et le changement s'est fait. La gestion des minéraux, bon, je crois que je peux tout simplement vous dire, pendant 5 ans, nous avons travaillé avec des députés européens, nous avons été dans tous les pays européens pour essayer d'avoir une loi. Finalement, nous avons décroché une loi sur la traçabilité des minéraux. Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. En juin, le Congo et le Rwanda signaient un accord que nous ne connaissons pas à Kigali, à Goma, qui permet à ce que tous les minéraux du Congo soient transformés au Rwanda. Et transformer les minéraux du Congo au Rwanda, ça veut dire quoi? On a suivi. Construire une unité de transformation de 15 millions. Ils sont en train de voler 15 millions comme s'ils volaient des cacahuètes. Mais pour construire une usine qui permet de transformer les minéraux ici au Congo, on signe un accord avec un pays voisin, le pays voisin qui sait aussi comment trouver ces minéraux au Congo par la force. Et je pense que les efforts que vous êtes en train de faire sont louables
mais nous avons besoin d'une volonté politique. Puisque dans les minéraux du Congo, il y a à boire et à manger. Vous ne pouvez pas être chef secteur ou général de certains coins au sud Kivu et au nord Kivu sans vraiment avoir des appuis à Kinshasa. Bon, ça veut dire tout simplement que nous avons aussi une armée qui s'investit dans l'exploitation au lieu de faire la protection et assurer l'intégrité territoriale, ils sont dans les affaires. Et je pense que tant que nous serons dans la situation où ceux qui doivent assurer la sécurité des biens et des personnes et l'intégrité territoriale sont dans les affaires, eh bien, toutes les mesures que nous pouvons prendre de bonne volonté, comme ce que vous êtes en train de faire, vont échouer. C'est un travail de 5 ans qui a été couronné par une résolution de l'Union européenne. Je peux vous montrer ça. On a eu avant le FANCDOT, qui est une loi américaine qui interdit l'utilisation de 3 TS, donc tantal, tungstène et étain, plus l'or. Mais toutes ces lois n'ont servi à rien, puisque de toute façon, c'est nous qui étions victimes et c'est nous qui allons à l'encontre des résolutions que les autres prennent. Même si je viens vous aider à éteindre le feu, si je trouve que c'est vous-même qui êtes en train de mettre le feu sur votre maison, eh bien je retourne chez moi. Ces lois existent. Le FANCDOT existe, la résolution européenne existe. Ce qui nous échappait, c'était des Chinois. Mais il y avait lieu de faire aussi un plaidoyer pour que les Chinois se mettent aussi en ligne. Mais comment vous allez le faire alors que les deux pays se mettent d'accord pour que, contournent les lois pour continuer ce qu'ils faisaient avant la loi? Je suis désolé, mais je crois qu'il y a du travail à faire. On pourrait se voir pour en discuter après.